Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une théorie qui pourrait bien tout changer et réécrire l'un des chapitres les plus connus de l'histoire. Pour nous guider dans cette exploration, on va se baser sur un livre, celui d'Ivan van Sertima, They Came Before Columbus. Et sa thèse, elle est, disons, radicale. L'idée, c'est et si des Africains étaient arrivés en Amérique bien avant Christophe Colomb? Voilà, c'est la question qui est vraiment au cœur de tout ça. Et si l'histoire qu'on nous a toujours racontée sur la découverte de l'Amérique, eh bien, si ce n'était qu'une version des faits? C'est ce qu'on va creuser aujourd'hui. Allez, c'est parti, on commence l'enquête. On va vraiment procéder comme des détectives, en suivant les indices un par un. Et accrochez-vous, parce que le premier indice est assez inattendu. Et ce premier indice, c'est là que ça devient ironique, il ne vient de personne d'autre que de Christophe Colomb. Oui, de lui-même. Alors, voilà ce qui s'est passé. Pendant son 3e voyage, Colomb note quelque chose de super important dans son journal. Les peuples indigènes d'Hispaniola lui racontent une histoire. L'histoire de visiteurs à la peau noire, qui étaient venus bien avant lui. Et ces visiteurs avaient des lances avec des pointes faites d'un métal, un métal très spécial. Ce métal, il avait un nom, le guanine. Et attention, ce n'est pas n'importe quel métal, c'est un alliage très spécifique. Et sa composition, eh bien, elle va devenir une pièce absolument centrale dans notre puzzle. Et c'est là que ça devient fou. Quand les Espagnols ont analysé ces points de lance, devinez quoi? La composition était identique. La même à la virgule près que celle des alliages fabriqués en Afrique de l'Ouest. On parle des mêmes proportions d'or, d'argent et de cuivre. Ce n'est plus une coïncidence à ce niveau, c'est une véritable signature chimique qui a traversé l'océan. Ok, ça c'était le premier indice. Maintenant passons au deuxième. Et celui-là, il est visible, massif. L'auteur, Van Sertima, l'appelle même sa preuve ultime, son smoking gun, la preuve qui ne laisse plus de place au doute. Parce que, il faut bien comprendre, cette histoire, elle ne date pas de l'époque de Colomb. Non. Les indices nous font remonter le temps, mais bien plus loin. On parle de milliers d'années en arrière. 40 tonnes. Voilà, juste ce chiffre. Gardez-le bien en tête. 40 tonnes, c'est le poids d'une seule tête Olmec. Ces sculptures géantes découvertes au Mexique. Imaginez un peu le travail de dingue. Il a fallu extraire ce bloc de basalte, le transporter sur 130 km, sans la technologie moderne bien sûr, et ensuite le sculpter. Et tout ça, il y a presque 3000 ans. Et ce qui est incroyable avec ces têtes, qui datent d'environ 800 avant notre ère, c'est que ce ne sont pas des dieux ou des monstres. Non, ce sont des portraits ultra réalistes. Et quand on regarde de plus près, les traits sont sans équivoque. Des lèvres épaisses, un nez large et charnu, une mâchoire projetée vers l'avant. Pour l'auteur, ce n'est pas une question d'interprétation artistique, c'est un véritable témoignage gravé dans la pierre. Bon, on a donc d'un côté un alliage métallique et de l'autre des sculptures monumentales, des preuves matérielles. La question qui se pose maintenant, c'est mais comment est-ce que des Africains auraient pu traverser l'Atlantique à cette époque? Eh bien, il existe un récit historique qui nous donne une piste assez fascinante. On se transporte maintenant au début du XIVe siècle, presque 200 ans avant Colomb. À cette époque, l'Empire du Mali est immense, c'est l'une des plus grandes puissances du monde. Et au sommet de sa gloire, cet empire va se lancer dans une expédition maritime complètement folle. Les chroniques de l'époque nous parlent d'un roi Aboubakari II qui était littéralement obsédé par une question. Qu'y a-t-il de l'autre côté de l'océan? Il a donc lancé une première flotte de 400 bateaux. Un seul est revenu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose d'absolument incroyable. Il a renoncé à son trône, il a pris la tête d'une seconde flotte encore plus massive et il est parti explorer l'océan lui-même. On ne l'a jamais revu. Et c'est là qu'on comprend la force de l'argumentation de Van Sertima. Ce n'est pas juste un indice par-ci, un indice par-là. Non, c'est l'accumulation de preuves qui est impressionnante. Il construit ce qu'il appelle lui-même une pyramide de preuves. L'idée, c'est de connecter des points entre des domaines qui, a priori, n'ont rien à voir les uns avec les autres. D'ailleurs, il le dit très clairement. Son objectif, ce n'est pas de regarder chaque discipline dans son coin, au contraire, c'est de rassembler toutes les pièces du puzzle qui viennent de partout. Parce que c'est seulement en connectant tous ces points qu'une image complètement nouvelle se dessine. Et quand on regarde l'étendue de sa recherche, c'est assez vertigineux. Ça va de l'archéologie à l'océanographie pour prouver que les courants rendaient le voyage possible, en passant par la botanique, la linguistique, l'étude des squelettes, les traditions orales, bref, chaque domaine vient ajouter sa propre pierre à l'édifice. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question qui va bien au-delà de l'archéologie. Si toutes ces preuves existent, si tous ces indices, de la composition d'un métal jusqu'à des sculptures de 40 tonnes, pointent tous dans la même direction, alors pourquoi est-ce que cette version de l'histoire est si méconnue?
Ça nous force à réfléchir à la façon dont l'histoire avec un grand H est écrite. Et peut-être, surtout, à se demander quelles histoires on choisit de raconter et lesquelles on choisit d'oublier.